Tout le monde connaît Death Note. Vous ne l'avez peut-être pas lu ou vu, mais vous avez déjà entendu parler du concept. Ça fait partie de ces œuvres qui ont transcendé leur médium pour faire partie intégrante de la pop culture. Bon bah, qu'est-ce qui se passe à Hollywood quand un truc qui vient pas de chez eux cartonne? Bah, on l'achète pour le refaire. Et aujourd'hui, on va parler de cette adaptation américaine par Netflix de Death Note qui n'a pas été très bien reçue par les critiques et le public. Rappel, ici on s'intéresse à des œuvres qui ont pris plus ou moins cher et on regarde si les critiques sont légitimes et si oui, est-ce que ça en fait forcément un mauvais film? Y a-t-il un chemin vers la réhabilitation pour le film Death Note? C'est ce que l'on va essayer d'établir aujourd'hui. Mais tout d'abord, si cette vidéo vous plaît et que vous voudriez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et à commenter pour soutenir la chaîne. Ça me fait énormément plaisir et j'adore papoter avec vous. Puis, je prends les recommandations de films pour ce format. Bon, c'est quoi Death Note en vrai? À la base, un manga de Takeshi Obata et Tsukumi Oba, paru dans le Shonen Jump au Japon dans les années 2000. Le pitch basique, au cas où, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est qu'il y a un dieu de la mort qui fait tomber son cahier sur terre et quand on écrit un nom dedans, en pensant à son visage, la personne meurt. Un certain Light trouve ce carnet et décide de tuer les criminels pour faire un monde meilleur dont il sera le dieu. Sauf que le détective de génie nommé Elle se met à ses trousses pour l'arrêter et démarre un jeu du chat et de la souris sur qui trouvera l'autre en premier. Comme j'ai dit, pitch vite fait, mais comme ça vous avez la base de ce qu'est Death Note. Mais le sujet aujourd'hui, c'est le film Netflix de 2017. Réalisé par Adam Wingard, surtout connu pour des films d'horreur jusque-là, le film a peu ou prou le même pitch pour un résultat très différent, mais on en reparlera plus tard. Mais on va quand même passer par la case résumée. Alors il y a un dieu de la mort qui fait tomber son carnet de la mort, comme on dit au pays du caribou, et c'est un lycéen américain nommé Light Turner qui le ramasse. Alors, qui dit lycée américain dit... Alors je vois ce à quoi vous pensez, mais non, ce n'est pas le deuxième amendement, mais du harcèlement scolaire. Et oui, et en voulant protéger un gars pour impressionner une fille qu'il ne connaît pas, il se fait tabasser et envoyer à l'infirmerie, puis en colle. Posez pas de questions. Là-bas, il fait la connaissance, tout en sang-froid, de Ryuk, le dieu de la mort qui a fait tomber son Death Note. Bon, Light essaye son cahier sur le bully qui a eu droit à une mort que je n'ai pas le droit de vous montrer. Mais sachez qu'il n'a plus toute sa tête. Après une discussion avec son père qui bosse dans la police, il se décide à tuer celui qui est responsable de la mort de sa mère. Puis après, ça part en Mr. Worldwide à faire la justice en tuant des criminels de par le monde. Ah, et au passage, au lycée, quand il recroise celle qu'il connaît pas mais qui veut pécho, il lui montre le cahier, lui explique le concept tranquille et qu'il a même tué des gens avec au calme. Et elle kiffe, et ils partent ken chez lui. Ah, mieux que Tinder le Death Note, vraiment. Elle devient partie prenante dans tout le projet Death Note, sauf que elle est à leur trousse et parvient à déterminer que Kira, le nom d'intermittent de Light, est à Seattle et a des liens avec la police. Light est un des suspects et se fait suivre par un agent du FBI, ce à quoi Mia, la fille dont on parlait plus tôt, préconise de tuer tous les agents sur l'affaire. Ce que Light refuse car ils sont innocents. Bon bah ils meurent tous. Ça doit sûrement être la faute de Ryuk. Bon, en allant vite, Light écrit le nom de Watari, l'assistant de L, dans le Death Note pour qu'il lui donne le nom de L. Et une fois qu'il l'aura fait, il brûlera la page pour que la mort s'annule. Alors, je rentre pas dans le détail des règles, mais notez qu'il écrit Watari dans le Death Note. C'est important. Bon bah, manque de peau, il meurt avant de donner le nom car Mia a volé la page du Death Note avec le nom de Watari dessus pour pas que Light ne le sauve. Et aussi, elle a écrit le nom de Light dans le carnet pour qu'elle lui refourgue la propriété du cahier. Et ainsi, elle brûlera la page. Ah oui, au passage, il y a elle qui pète un câble, vu qu'il n'y a plus son Watari, et part en chasse de Light pour le buter. Donc Light donne rendez-vous à la grande roue à Mia pour l'échange et course-poursuite avec les deux grands ennemis qui finit par elle mis à terre par un fan de Kira. Light
tente de convaincre Mia d'abandonner le Death Note, mais elle lui subtilise ce qui active la carte piège de Light qui lui avait mis une mort à condition dans le cahier. Si elle le touchait, elle mourait. Et là, la grande roue s'effondre, ciao Mia, Light il survit parce que des criminels qu'il a manipulés grâce au cahier le sauvent, prennent sa place à tuer d'autres criminels pendant un coma volontaire pour s'innocenter et ensuite récupérer le cahier. Bref, magnifique master plan. À n'en pas douter, son daron a compris que c'est lui. Elle retrouve une page du Death Note et se chauffe pour tuer Light. Et Ryuk rigole. Puis on sait pas ce qui se passe parce que générique de fin du film. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce Death Note ? Globalement, que le film est une insulte à l'œuvre originale de par ses personnages trop différents, notamment Light qui serait un peu trop teuteux et beaucoup moins charismatique, des enjeux et thématiques moins forts, ou encore des règles du Death Note inconsistantes. Mais du coup, je vous propose d'analyser ça sous deux angles différents, et je vous explique mon raisonnement. Tout d'abord, sur le prisme de l'adaptation, pour essayer de comprendre pourquoi les fans de l'œuvre originale peuvent avoir une colère légitime vis-à-vis du film. Puis sous le prisme de l'objet cinématographique en tant que tel, car on peut être une adaptation qui chie à la gueule ouvertement de l'œuvre originale, et pourtant être d'excellents films. Coucou Starship Troopers. Donc parlons d'abord de Death Note, le film, en tant qu'adaptation de Death Note, le manga. Alors, pour l'anecdote, la première vidéo de la chaîne avait pour sujet comment faire une bonne adaptation. Bon, elle date et mériterait sûrement un remake pour être un poil plus pertinente, mais je vous dis ça principalement pour vous indiquer que j'ai quand même réfléchi à ce qui fait une bonne adaptation. Et ce qui ressort, c'est que pour bien adapter une œuvre, il faut en respecter l'esprit. Alors ça peut sembler un peu vague comme notion, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Mais un autre point important, c'est qu'une adaptation, ça adapte. Oui, no shit Sherlock. Et ce que je veux dire, c'est que quand on transpose une œuvre d'un médium à un autre, il faut faire des choix pour que l'œuvre finale soit pertinente sur le format visé. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on a plein d'exemples pour illustrer ça avec l'ensemble des adaptations de Death Note. Et oui, pour toi public, j'ai à la fois relu le manga, rematé certains épisodes de l'animé, regardé le film qui nous intéresse aujourd'hui 2 fois, et les adaptations japonaises. Et bon, parlons d'abord de l'œuvre originale. Je vous ai fait le topo plus tôt, mais globalement, ce que l'on retient de Death Note, c'est qu'il y a un cahier qui permet de tuer des gens avec des règles bien précises à respecter, et il y a le personnage principal, Light, qui use de ce carnet pour punir les criminels et devenir le dieu d'un monde meilleur, en usant très fort de son intelligence et de plans tordus pour pas se faire choper, tout en étant dans un jeu du chat et de la souris avec elle, le meilleur détective du monde. Et je pense dire sans me tromper que l'essence du manga est là, sur comment jouer avec les règles du Death Note et comment chacun des deux essaye d'anticiper les actions et les pensées de l'autre pour prendre l'avantage et faire prévaloir sa notion de la justice. Est-ce que c'est bien retranscrit dans le film Netflix ? Bon déjà, on a le carnet qui est là, et j'ai envie de dire encore heureux. Il suit globalement les mêmes règles, à quelques détails près, mais on y reviendra. Viennent les personnages de Light et elle, et leur fameux jeu du chat et de la souris. Et là, dans l'adaptation Netflix, c'est un peu same, but different. Prenons Light. En soi, il punit les criminels, mais on va dire que c'est pas le génie criminel qu'on nous dépeint dans l'œuvre originale. Pour preuve, avouer avoir tué quelqu'un, une fille que tu connais pas, pour plus d'un lecteur de Death Note, c'est démarré comme une Swiftie quand quelqu'un dit qu'un album de Taylor Swift est mid. Il y a volonté de rendre le personnage plus proche d'un mec un peu normal, même si on me dit qu'il est très intelligent. Il rentre plutôt dans le cliché du lycéen américain moyen, qui a des bonnes notes, avec les bullies autour de lui, et la pum-pum girl à conquérir. Contrairement au Light de l'œuvre originale, qui est le gendre idéal japonais, qui cartonne tous les examens, archi beau gosse et soigné, calme et froid, studieux et travailleur. Donc très différent, mais comme je l'ai dit avant,
C'est d'une part pour rapprocher Light du random pour faciliter l'identification comparée au Light japonais, qui relève du surhomme intellectuel, puis aussi ce choix est fait dans le but d'américanisation de l'intrigue, le Light du manga étant totalement irréaliste par rapport au contexte. Alors je ne dis pas que les Américains sont trop cons pour avoir un personnage comme Light, ça serait tentant de le dire, mais je ne le dis pas. Cependant, ces changements sur le personnage de Light peuvent aussi s'expliquer avec la volonté de la thématique du film sur la corruption du pouvoir, avec Light qui nous est présenté au final comme un bon gars, qui a des doutes et qui au final finit même par vouloir abandonner le cahier pour être heureux avec Mia. Bon, au final non, parce que plouf Mia, mais on reparlera d'elle plus tard. Donc le personnage de Light est fondamentalement très différent de sa contrepartie originelle, qui lui ne doute jamais de son statut quasi divin et ne pense qu'à son plan pour se débarrasser des obstacles vers son monde parfait. Là où dans le film Death Note, c'est Mia qui le tente vers la corruption de tuer des innocents pour le bigger plan, dans le manga, ce n'est même pas un sujet, pour Light, c'est sa mission. Parlons-en de ces obstacles avec le personnage de L. Bon, dans le manga, c'est le meilleur détective du monde, le seul qui peut espérer dénicher Light. Il est un peu différent dans ce que l'on pourrait croire dans sa manière de présenter, mais somme toute attachant et incroyablement intelligent et épris de justice. Dans le film Netflix, il conserve globalement ses caractéristiques, même si plus émotifs, surtout suite à la disparition de Watari. Le vrai L n'aurait jamais foncé chez Light qu'il soupçonne d'être le tueur principalement parce que cela n'apporterait rien à l'enquête et qu'il aurait peu de chances de sauver Watari comme ça. Mais se tritouillerait les méninges pour essayer de le retrouver tout en essayant de comprendre si Light ne s'est pas trahi avec cette action et comment l'utiliser. Alors en soi je vous parle de ça mais c'est pas tellement grave. Le personnage de L étant en soi plutôt ok ici. Un peu différent mais globalement dans l'idée du L original. Nerf intellectuellement pour matcher avec le nerf de Light, mais le personnage n'est pas une insulte à sa contrepartie. Ah, et pour les 3 du fond qui voudraient dire que si à cause de sa couleur de peau, c'est toujours pas un sujet, et l'acteur propose une performance plutôt convaincante qui est bien meilleure que le cosplayer de la Japan Expo qui essaye d'être absolument fidèle que l'on voit dans l'adaptation japonaise. Mais là où en termes d'adaptation le bas blesse, c'est certainement au niveau du jeu du chat et de la souris entre les deux. En effet, les deux étant pas au niveau intellectuellement par rapport à la version originale, on n'a jamais de grands moments waouh en mode oh mon dieu, le mind game de génie! Où t'as l'impression que les deux font des échecs en 5D avec leur gros Galaxy Brain qui font des coups de billard à 12 bandes sans rien laisser paraître. Pas de je tue des gens en cachant une télé dans un paquet de chiffres pour prouver mon innocence. Ou autre, je viens et je te dis que je suis elle avec un faux nom pour que tu sois complètement bloqué mais me permettre d'enquêter sur toi. Alors, si, il y a une scène où il vient et il dit qu'il est elle, mais pas de plan à plusieurs objectifs derrière, et Light avoue à demi-mot être l'homme qu'il recherche à ce moment-là. Ça rejoint un peu le moment dont je vous parlais, où Light avoue être un meurtrier et montre le Death Note à Mia, là où dans le manga, ça redouble d'ingéniosité pour protéger le secret. Et je vous avais dit qu'on reviendrait à Mia, et nous y voilà. Pareillement, des choix d'adaptation ont été faits pour elle. Bon, en faire une pom-pom girl dans l'idée d'américaniser le schmilblick n'est pas déconnant, comme c'était une idole dans le manga. Là où dans l'œuvre originale elle est dévouée, mais absolument à Light et à son idéal, ici elle est celle qui veut aller plus loin, quitte à tuer des innocents comme les agents du FBI qui les suivent, voire même à vouloir tuer le père de Light qui les défie en live. Non, elle ose tout. Elle est là pour représenter la corruption et la tentation du pouvoir, pour être la Lilith d'Adam si on partait dans les métaphores bibliques, si chère au manga, et en faire la vraie antagoniste de l'œuvre, peu choqué, mais cohérent avec les choix d'adaptation thématique. Bref, on peut dire que des choix d'adaptation ont été faits pour ce film Death Note. Et bien que certaines grandes lignes soient là, il est totalement compréhensible que les fans soient énervés face au résultat final, tant c'est parfois antinomique par rapport au manga. Quand on connaît Death Note et qu'on vient voir Death Note, on veut voir deux grands génies s'opposer intellectuellement, dans une lutte pour la justice en laquelle ils croient. Donc il y a certaines choses qui ne passent pas. Et il y a d'autres éléments que je garde pour plus tard, qui rejoignent cette idée. Après, l'œuvre essaie un travail d'adaptation et apporte ses propres messages et thématiques, et ça, il ne faut pas le reprocher à une œuvre tant qu'elle le fait bien. Et maintenant, la hot take, bien que les films japonais soient vraiment fidèles dans les grandes lignes par rapport au manga,
elles ne sont pas de meilleures adaptations que le film Netflix. Je vous explique. Les films japonais sont fidèles, certes, mais ne proposent rien d'intéressant et de nouveau. C'est juste le manga et l'animé, sans le grandiose de la mise en page ou de la mise en scène, rendant le film chiant comme la mort, avec une photographie à la limite de l'immonde et des cosplayers qui veulent trop être leur contrepartie sans se dire « Mais ça marche en live action ça ?» Parce qu'à aucun moment la production ne s'est justement posé cette question, comme on le voit souvent dans les adaptations japonaises de manga d'ailleurs. Alors attention, ça ne rend pas le travail d'adaptation du film Netflix bonne, pas du tout, mais au moins ça a tenté quelque chose. Je dis juste que bien que je comprenne la colère des fans vis-à-vis des écarts de l'œuvre, vouloir une adaptation fidèle au poil du fiac n'était pas une solution forcément souhaitable. Et nous voilà donc à se poser la question, et si le film ne s'appelait pas Death Note, est-ce qu'il serait bon? Bon déjà parlons d'un point de vue technique. J'ai dit du mal de l'adaptation japonaise là-dessus, et bon je vais peut-être pas me faire des potes, mais l'adaptation Netflix sur ce point a le mérite de ressembler à un vrai film. Alors c'est pas un chef-d'œuvre de photographie ou de mise en scène, calmons-nous. C'est au mieux un travail honnête, mais j'ai vu bien pire au cinéma ces dernières années. Il y a notamment le choix de souvent cacher Ryuk dans l'ombre, pour qu'il soit un peu plus angoissant, et de le créer à partir de mix d'effets pratiques et d'effets spéciaux. Ouais, alors je veux pas retaper sur l'adaptation japonaise là-dessus, parce qu'elle a près de 20 ans maintenant, mais là je dois vous dire quand même qu'en la revoyant, le Ryuk m'a brûlé les yeux. Donc on peut dire que globalement le film Netflix est ok techniquement. Pas incroyable, mais ok. Maintenant, parlons du scénario du film en lui-même. Bon, vous avez dû comprendre à mon résumé qu'il y a des trucs qui tiennent pas la route et on va y venir. Mais parlons d'abord de la vibe du film. Alors je vais pas comparer qualitativement avec l'œuvre originale, sinon ça serait dans la partie adaptation, mais plus pour souligner ce que fait le film. Mais dans le manga, la mort en elle-même est souvent juste une crise cardiaque, de par les règles du cahier et la volonté de Light que les gens remarquent une action divine. Ici il s'agit plus souvent de mise à mort tendant vers le spectacle morbide. Il y a une volonté d'avoir une vibe destination finale dans certaines morts, les rendant parfois ridicules tant elles sont absurdes, notamment la première mort, même si ça se calme au fur et à mesure du film. Ce qui est en soi un choix qui peut se comprendre en termes de spectacle, mais a tendance, avec d'autres choix, comme mettre la romance entre Light et Mia en avant, à mettre le film dans la case film d'horreur pour ados. Ce qui n'est pas un reproche, ça donne au film son identité et ses thématiques, et ça guide le scénario, surtout pour la première moitié du film. Maintenant, parlons de la partie qui fâche. Vous connaissez la suspension consentie de l'incrédulité? Je suppose que pour certains d'entre vous, oui. Mais on va quand même l'expliquer. C'est le principe qui veut qu'en tant que spectateur, quand on est face à une œuvre, on est prêt à accepter n'importe quoi tant que cela est cohérent dans ce que l'on nous montre et ce qu'on nous raconte. Par exemple, on n'a aucun mal à accepter que Superman existe et ait des super pouvoirs, bien que l'univers d'ici soit proche du nôtre et que cela ne soit pas réaliste. Ou alors, qu'on puisse tuer des gens en écrivant dans un cahier. C'est ce pacte que le spectateur passe avec l'œuvre qui nous permet de nous immerger dans son univers, bien que dans les faits rien de tout cela ne soit possible, car elle nous garantit que tout cela sera cohérent intrinsèquement. Death Note le film nous sort constamment de cette suspension consentie de la décrédulité, tant il brise ses règles à répétition. Bon, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui parlent des diverses incohérences du film. Ce serait donc faire de la répétition, de l'acharnement, de vous en parler. Bon je vais m'acharner un peu quand même, allez, allons-y, je veux m'amuser aussi. Alors, pour commencer soft, on a le moment où Ryuk dit ça. Tu peux toujours essayer. Mais je te préviens, il y a 4 lettres dans mon nom. Personne n'a jamais pu en écrire plus de 2. Alors que l'on nous montre plutôt que son nom est écrit dans le Death Note. Donc bon, quand t'as celui qui est le garant des règles qui te mytho, ça aide pas à rester investi. T'as aussi le coup de l'annulation de la mort. Une seule fois. C'est la page sur laquelle le nom est écrit et brûlé avant le décès. Alors ça, c'est une règle ajoutée par le film pour que le master plan de ouf de Light marche à la fin. Mais du coup, ça pose plein de questions. Comme ça marche qu'une fois, s'il y a plusieurs noms sur la page brûlée, c'est sauf qui? On lance un D20 puis Inch'Allah? Alors tout le monde ne va pas tilter là-dessus, je le concède. Mais dans une œuvre qui se base énormément sur un cahier magique avec des clés écrites qui structurent tout ce qui est possible, c'est important qu'elle soit implacable.
surtout dans le genre de l'horreur qui est vraiment basé sur ce qu'on peut croire et ce qu'on peut pas croire. D'où le principal péché capital du film, la mort de Watari. Le principe du Death Note le plus basique est qu'il faut écrire le nom de quelqu'un pour qu'il meure, le nom complet, le vrai nom, pas un entourloupe. Si j'écris Jules dans le carnet, l'OVNI ne meurt pas. Hein. Il faut son vrai nom et son vrai prénom. C'est la règle. Alors pourquoi Watari est contrôlé par le cahier et meurt ? J'en ai vu essayer, maladroitement, de justifier ça en mode « Bah, peut-être que dans le film, contrairement au manga, c'est à la fois son vrai nom et son nom complet. » Et je suis désolé, mais c'est pour moi une défaite intellectuelle de penser ça. En fait, par principe, ça ne peut pas être son vrai nom, ni son nom complet, car ça pose trop de problèmes, comme le fait de rendre elle complètement con, d'exposer l'équivalent de son père adoptif au fait d'être tué en ne cachant pas son vrai nom, alors qu'il connaît cette condition de meurtre via le cahier. Bon, il sait pas ce qu'est le cahier, mais il sait que c'est une condition pour tuer. Ou même que l'on a vu personne d'autre qui n'a qu'un nom comme ça en une partie, donc automatiquement, les spectateurs vont se poser la question. Donc sortir de la suspension consentie d'incrédulité. Et bon, petit retour sur le côté adaptation quand même. Avec ce choix, t'es sûr de te mettre à dos pour la vie les fans de Death Note qui savent que dans l'œuvre originale ce n'est absolument pas son vrai nom. Puis on pourrait parler du fait que le moment de sa mort n'a aucun sens car la directive du cahier est de découvrir le nom de elle et le révéler à Light, mais au moment opportun, pour créer du suspense, juste avant de révéler le nom, il s'arrête pour se faire buter, ce qui est un peu ridicule, parce que normalement, même s'il mourait en plein milieu de sa phrase, il aurait dû continuer sa phrase jusqu'au bout. Je pourrais ajouter quelques erreurs comme ça, surtout dans l'attitude de elle, dans la deuxième partie du film, ou la fin qui s'arrête en mettant un suspense un peu claqué, surtout quand on sait qu'une suite était prévue à la base. Mais par contre, on peut dire que le personnage de Mia, bien que pas non plus incroyable, donne une romance et une problématique qui peuvent intéresser, surtout dans le contexte d'une romance teenager, en liant la tentation et corruption du pouvoir avec celle de l'amour charnel. Rien de novateur, je vous l'accorde, mais au moins c'est quelque chose. Puis un petit mot sur les musiques. Ouais, elles sont cool, voilà. Bon, de rien, pour l'analyse, n'hésitez pas à revenir. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire non plus là-dessus, mais je voulais au moins placer un petit point positif là, comme ça, c'est... Voilà, la musique aide bien l'ambiance, et elle s'installe plutôt bien, voilà. Bon, il y a aussi le personnage du père de Light, qui pour le coup, fonctionne plutôt bien, surtout dans son côté un peu film noir, le daddy flic, un peu énervé mais qui aime son fils. Bon, voilà, c'est plutôt efficace et il est plutôt bien interprété. Vous l'aurez compris, en tant que film en lui-même, ce film Death Note ne respecte pas le contrat le plus basique qu'il passe avec le spectateur, ce qui, malgré quelques idées techniques ou, dans certains personnages, du coup se plante royalement. Donc, c'est l'instant du verdict. Le film Netflix Death Note a-t-il le potentiel d'être réhabilité un jour, d'accéder à la rédemption ? Vous aurez compris que non, que le film crée son propre univers et modifie ses personnages pour faire sa propre tambouille, n'est pas un défaut en soi, surtout qu'être fidèle ne garantit pas la qualité. Par contre, ça peut expliquer la vindicte populaire, tant elle est éloignée de certains aspects fondamentaux. Mais au final, son principal problème est de ne pas être un bon film à la base, tant il y a d'incohérences impardonnables, surtout vu le genre de film qu'il veut être, basé sur des règles fortes. Par contre, je lui donnerais comme qualité d'avoir essayé quelque chose, contrairement aux films japonais, et d'être un vrai objet de cinéma, même s'il se plante royalement dans le process. C'est un film qui sera certainement oublié par la culture populaire. Il y aura sûrement d'autres adaptations qui seront meilleures ou pires, on verra bien. Il a eu sa vision, mais ça ne le sauvera pas du néant après la mort. Bon merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'aime beaucoup ce format que je vous propose actuellement, donc je suis avide de retour de votre part. Que ce soit sur le fond ou la forme, ou même des propositions d'œuvres à traiter. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça aide énormément et ça m'encourage à continuer. Puis n'hésitez pas à découvrir mes autres projets comme le podcast
séances de rattrapage ou encore mes streams sur Twitch. Tout est en description avec mes réseaux sociaux. À bientôt pour une prochaine vidéo.